Stéphanie, quels sont vos hobbies? Oh là là, c'est une question bullshit ça, non? On me posait la question de la culture et les valeurs. Qu'est-ce que tu fais, toi, Stéphanie, sur ce sujet? Et je dis, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et on peut aider à faire en sorte que tous les programmes RH fassent en sorte d'être alignés avec ça. Mais la culture day-to-day, c'est vous qui la portez. Chaque collaborateur a sa part de responsabilité. C'est teach to fish. Et je la cite volontairement parce que ça illustre exactement ça. C'est que nous, on est là pour donner des clés aux gens. Ouais. Pour ensuite opérer de façon autonome et responsable. Alors je vais te poser la question de qui est ton prochain invité? Tu réconcilies aucun besoin d'un collaborateur si tu dois opérer un plan de départ collectif par exemple. C'est indispensable. Quelqu'un qui attire la chasse juste dessus. Toi en tant que RH, tu peux le faire en respectant les collaborateurs, en leur expliquant, en donnant du sens, en faisant les choses proprement, avec respect, bienveillance, en leur donnant les indemnités auxquelles ils ont droit. J'exerce un métier où tu es quand même confronté à des situations parfois humaines, difficiles, quelles qu'elles soient. Doucement, fais attention, ça va. Non, t'as pas bullshité. Mais je sais que j'ai envie d'appuyer dessus. Donc oui, bien sûr que le RH bosse pour la direction, évidemment. Mais pour moi, il doit absolument intégrer les besoins du collaborateur. C'est pas mal People Success Partner. Moi, j'aime bien. Je l'ai pas inventé. Quand je suis arrivée chez Open Classrooms, il s'appelait comme ça, le rôle. Ouais. Et je le trouve assez génial parce qu'en fait, finalement, nous, notre job en tant que RH, c'est qu'on a des clients. Nos clients, c'est les clients internes, c'est les salariés. Un CEO, on va trouver absolument légitime, normal et essentiel, qui soit mentoré, coaché, mentoré. Il ne faut pas rejoindre ces entreprises-là. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast, nouveau concept, No Bullshit. Je suis Jérémy, je suis le fondateur de Joumi, cabinet de chasse de tête dédié uniquement à la fonction RH. On a décidé de lancer ce nouveau podcast, on a rencontré énormément de DRH. On a discuté avec eux, on a discuté aussi avec nos amis, on a vu qu'il y avait un gros fossé entre la perception de nos amis et entre la réalité d'un DRH. Donc on a décidé de les faire venir autour d'un nouveau concept plus attractif et un petit peu décalé. Le concept est assez simple. Voici les règles du jeu, il y en aura 3. La première règle, l'invité a choisi son thème. Zone de confort, c'est plus simple pour échanger. La seconde règle, quand l'invité commence à dériver, on va se rappeler du titre du podcast, c'est No Bullshit, donc on le buzz immédiatement. La troisième règle, c'est que mine de rien, c'est moi le chef du podcast, donc je buzz quand je veux. Bon, du coup, le thème que tu as choisi aujourd'hui, c'est la place du RH en entreprise. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème ? Alors, j'ai beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur, mais je trouve que c'est des sujets qui, en général, sont assez débattus. Je pense notamment à l'IA, évidemment, qui est le sujet du moment, mais qui est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, aux soft skills, qui est une autre de mes passions. Je ne suis pas chez Open Classrooms pour rien. Et par contre, le thème du rôle du DRH, c'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté récemment lors de mon dernier move. Et je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être encore plus soutenu et qu'on en parle parce que je crois qu'on a une fenêtre de tir là en ce moment pour que les RH prennent une place qu'elles ont besoin. Je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais ils ont besoin, en tout cas ce rôle a besoin et donc j'avais envie d'en parler. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, ravi d'en parler. On va faire un peu à l'inverse. Je vais te présenter en quelques mots et tu vas me dire si j'ai bien compris, si je suis juste. Déjà, tu as un profil hors piste. Moi aussi, je viens pas du tout des RH. Tu as un profil hors piste plutôt qui vient du business avec une formation commerciale, avec un passage sur des enjeux de marketing et sur des enjeux très business après. Plutôt dans des boîtes qui ont toujours été innovantes, si j'ai pas de bêtises, que ce soit Orange Canal+. Il y a un Wanadoo là-dedans aussi. Exactement. Canal+, et ensuite Switch incroyable, que j'ai pas vu beaucoup, je l'avais vu chez Mano Mano, le DRH qui venait de chez Total sur des fonctions business qui était devenu CPO de chez Mano Mano, et ensuite tu arrives d'un rôle très business à arriver sur un poste de direction RH chez Dailymotion. Une chance incroyable. Mon boss que j'ai suivi pendant très longtemps chez Canal, qui est mon mentor professionnel préféré, savait que j'avais très envie de faire ce move vers ce métier parce que j'avais envie d'impacter les gens et que je l'avais fait beaucoup dans des fonctions de management commercial où j'avais beaucoup travaillé sur les transformations de mes équipes et du coup j'avais envie de le faire à plus grande échelle et il se trouve que Vivendi venait d'acquérir Dailymotion et ils étaient en train de renouveler tout leur comité de direction et il m'a dit écoute, je te connais, je connais tes qualités, t'as pas d'expérience au sens expertise technique RH, mais je suis sûre que tu vas réussir dans ce job-là. Donc, il m'a proposé ce job-là. Okay. Donc, évidemment, ma première réaction, ça a été
génial, c'est super sympa, je me sens très flattée. Et en même temps, c'est un gouffre total, ce truc. Je vais me planter. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et du coup, j'y suis allée. Alors, je te cache pas qu'au début, quand je suis arrivée, les membres du CODIR de Dailymotion m'ont regardé avec des grands yeux en mode qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle a aucune des compétences dont on a besoin. Je me suis posé la question à l'époque parce que moi, je connais quelqu'un du coup qu'on connaît ensemble chez Dailymotion, salut Éléonore. Et du coup, je me suis dit c'est fou comme move. Mais, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud et j'avais peur. Voilà, on va pas se le dire autrement. Mais j'y suis allée et puis voilà, je me suis jetée dans le vide et j'ai appris sur le tas et j'ai fini par faire au bout de 2 ans un master RH quand même, histoire de mettre un petit coup de tampon sur mon syndrome de l'imposteur. Est-ce que la vision que tu as à l'époque de la place de la RH et celle que tu as aujourd'hui après l'avoir vécue, c'est la même ? Non. Elle a énormément changé. À l'époque, j'avais aucune vision de ce que doit être le rôle d'un DRH. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans la technicité du métier je viens parce qu'il y a besoin de scaler, il y a 200 personnes à recruter en 1 an, donc j'ai d'abord fait ça. Ensuite, je me suis dit, ok, on va prendre l'expérience collaborateur du début jusqu'à la fin. Où est-ce que ça marche ? Où est-ce que ça marche pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend les sujets les uns derrière les autres. Donc, j'étais très technique, finalement, dans mon approche. Sauf que mon angle business faisait que petit à petit, je prenais vachement de place dans les conversations business parce que j'avais un point de vue, parce que je voulais que nous, on soit au service du business et ça a toujours été mon driver. Et je suis devenue un peu radicale sur ce sujet parce que cette expérience m'a montré que, j'avais pas toutes les latitudes pour agir que je voulais. Et du coup, quand j'ai quitté Blablacar, j'étais dans cette logique de dire je veux trouver un rôle où je suis présente aux côtés des fondateurs, du comité de direction, parce que c'est hyper important en fait. Et ça c'est une conviction. Plein d'endroits, mais bien sûr. Quand j'ai fait un détour par Mastéos, qui est une entreprise qui intervenait dans le... Voilà, tu peux faire la grimace, dans la PropTech. Bon, c'était pas le meilleur sens du timing. J'ai eu un petit sujet de timing quand même, parce que je suis arrivée chez Blabla 15 jours avant le Covid. C'est le timing ou peut-être t'es un chat noir, peut-être tout ça. J'espère pas, on en verra. Ça fait 7 mois que je suis chez Open Classrooms, on verra bien, j'espère pas. Mais non, mais je suis très confiante. Et donc, vraiment, je voulais trouver une expérience où il y avait une conviction de l'équipe de direction et des fondateurs que la place des RH, elle est à cet endroit-là et qu'il y a un investissement dans cet endroit-là. Et donc, oui, je te confirme que j'ai été chassée. À ce moment-là, j'ai eu des conversations avec des chasseurs de tête pour lesquels le DRH était soit rattaché au CFO, qui est un grand classique, soit rattaché au secrétaire général, qui est un autre grand classique, ou rattaché à un ou une COO. Qui est un autre des grands classiques. Et en fait, non. Moi, j'ai aussi appris de ça, en fait, des différents moves que j'ai faits où je me suis rendu compte que je prenais pas suffisamment le temps de peser tout le contexte du poste. Et d'aller, pour parler de bullshit, d'aller au-delà du discours un peu bullshit qu'il pouvait y avoir sur le poste et de toutes les belles intentions. Et donc, de ne pas hésiter, du coup, à poser des questions un peu difficiles. C'est quoi une question difficile ? Non, mais c'est ça, ce que tu dis, c'est les budgets. Le budget, il évolue comment ? Il représente quelle part du budget global ? Ça, tu le fais dès les entretiens ? Ah, mais bien sûr. C'est quoi la taille de l'équipe RH ? Elle représente quel pourcentage du headcount de la boîte ? T'es à 1% ou t'es à 5% ? C'est quoi le bon ? Tu t'es mis des KPIs comme ça ? Je pense qu'en dessous de 3-4%, ça marche pas. Ça dépend de la taille TA, évidemment, parce que tu peux internaliser ou externaliser tes équipes de recrutement. Donc, la variable bouge beaucoup en fonction de ça. Mais cette volonté d'investir dans la fonction, c'est une question hyper importante. Et puis poser des questions de façon très concrète. S'il y a un manque d'alignement, tu fais quoi ? Comment tu réagis ? Tu vois, t'aligner sur tes valeurs, sur ta façon de travailler. Tout ça, c'est les conditions clés de succès. En fait, il y a une question de fit à fondateur qui arrive très vite dans les entretiens chez les DRH qu'on recrute, qui laisse parfois de côté les trucs rationnels, tu vois, d'argent, de budget, d'organisation pure, etc. Et on se fie beaucoup à un fit avec un dirigeant, mais je crois que c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est quand même une condition de réussite. Bien sûr, mais pas unique. Non, mais pas unique, tu as raison. Et je pense que c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment creusé les deux. J'ai d'abord creusé l'aspect concret du poste. Tu vois, c'est quoi tes challenges ? C'est quoi ton budget ? C'est quoi la taille de l'équipe RH ? Voilà, c'est quoi l'histoire aussi du poste ? Pourquoi il n'y a plus personne ? Pourquoi la personne d'avant est partie ? Donc, vraiment poser toutes ces questions-là. Et ensuite, c'est OK, t'es qui ? Comment tu travailles ? C'est quoi tes valeurs ? Comment tu réagis dans ce type de situation ? Voilà, moi, des expériences que j'ai vécues, comment on s'aligne ensemble. Et c'est les deux, en fait. Ce sujet du positionnement RH au sein d'une entreprise, il est clé. Parce qu'en fait,
Quand tu fais des RH pour des RH, au sens où tu le fais en chambre, sans co-construire, sans prendre en compte les besoins des collaborateurs ou ceux de l'entreprise, en fait, tu fais quelque chose où tu te fais plaisir, toi, mais qui tombe complètement à côté de la plaque, tu es hyper top-down, tu imposes quelque chose, tu as à peu près 0 chance de réussir et tu as à peu près toutes les chances d'être sûr qu'en effet, les collaborateurs vont trouver que la fonction RH ne sert à rien et peuvent voir devenir un bloqueur, en fait, pour le business. Parce que je viens du business, peut-être, j'en sais rien, mais moi, j'ai été de l'autre côté. Et ce qui m'a donné envie vraiment de partir sur cette fonction RH, c'est que j'ai rencontré une DRH qui a été pour moi un enabler, une facilitatrice absolument incroyable. Chez qui c'était ? C'est quand j'étais chez Canal. D'accord. Et elle, en fait, sa première question, c'était c'est quoi ton besoin business ? C'est quoi le problème que tu essayes de résoudre ? Et de se positionner en mode ok, comment je vais t'aider ? Et je vais trouver des solutions concrètes. Écoute, t'as pas l'air de vouloir trop bullshiter alors. Je vais quand même Ah bah oui, ça devait arriver. Non, ça devait arriver. Je t'avais dit que le bruit était affreux. Ouais, je confirme. Ouais, il est affreux. T'as eu des questions un peu pourries, tu vois, des expériences d'entretien, tu vois, où tu fais face à une question, tu dis mais c'est pas possible quoi, on est en 2015, 2018, 2022, 2024 et j'ai encore cette fameuse question pourrie. C'est quoi la question pourrie pour toi, la typique ? Moi, je pense que celle qui m'a traumatisée parce qu'elle est trop récente pour que je la mentionne pas, c'est comment je vais faire pour gérer mon poste qui à l'époque impliquait énormément de déplacements avec 3 enfants. Ah, elle est bien celle-là. Ouais. Elle est pas mal. Parce que, bah oui, parce que si ça avait été moi, on me l'aurait pas posé. Exactement. Voilà. Et c'est ce que j'ai répondu. Mais tu réponds quoi ? Ah, c'est ça que tu as répondu ? Ah ouais, non, mais en fait, je me suis... Et quand je suis sortie, je me suis dit, j'ai complètement merdé, j'aurais pas le poste. Mais c'était pas possible pour moi de répondre autre chose. Est-ce que tu as envie d'avoir le poste ? Bah ouais, Est-ce t'as que envie tu penses d'avoir que le c'est poste, une erreur mais... du recruteur ou c'est culturellement l'entreprise Non, c'est c'est comme ça ? culturellement la personne qui m'a posé cette question je me pose toujours cette totalement old question-là. school. Non, mais c'est une vision totalement old school, Ah bah oui. patriarcale du management de l'entreprise. Mais sauf que c'est une réalité à laquelle... Alors, j'y ai été confrontée toute ma carrière parce que je suis pas toute jeune. Mais malheureusement, force est de constater que, tu vois, c'était il y a quelques années. C'est vraiment pas vieux et on me la pose encore. Donc... Et donc oui, en effet, bien sûr qu'on t'aurait pas posé cette question à toi. Et ça m'a terriblement choquée. Et malheureusement, je crois que ça continue, en fait. Ce qui est dommage, parce que moi, j'ai la fierté de dire que... Alors, je crois que dans la gestion de mes enfants, c'est 50-50, tu vois, avec ma femme. Donc, ce serait aussi perturbant que je parte à l'étranger que pour les enfants, que ça soit ma femme, quoi. Ouais. Et en fait, que tu aies une crainte légitime de dire la personne comment elle va organiser sa vie, tu vois, pour assurer des déplacements, mais il y a plein d'autres façons de la poser. Et d'être aussi en mode de toi solution, de qu'est-ce que je fais moi en tant qu'entreprise pour accompagner ça, tu vois. Et c'est pas du tout ça qui m'a été posé. La vraie question, c'était qui va s'occuper de tes enfants et est-ce que toi, tu vas pouvoir laisser tes enfants, tu vois. Et en fait, si je suis là et que je te parle alors que je connais le contexte du poste, c'est que j'ai déjà répondu à cette question. Oui, bien sûr. Bon, c'est une question bien pourrie. Moi, la mienne, elle est moins engageante légalement, on va dire, que celle qui t'ont posée, mais je l'ai posée aux DRH qui sont déjà venus sur ce siège. Si tu réponds la même chose qu'eux, je te rebuzz, je te ferai tout de suite. Imagine que derrière moi, j'ai un grand mur en briques, avec plein de briques. Toi, à ton avis, tu serais quelle brique dans ce grand mur ? Oula. En tant que DRH, tu veux dire ? On te DRH des briques ou... DRH des briques, non, tu vois, en tant que personne, tu peux te dire que t'es la brique du dessus parce que pour telle raison, celle du milieu parce que celle d'en bas... Elle est intéressante et j'ai plein de réponses très différentes qui me viennent. Je vais plutôt me mettre en bas, en fait, parce que je me vois plutôt que ça soit à titre personnel ou en tant que RH comme étant la base et le socle de tout ce qu'il faut construire pour grandir. Voilà. La façon dont moi je vois mon métier et dont je vois ma vie avec mes filles ou avec mes amis, c'est vraiment ce côté de j'ai cette appétence pour le développement des gens depuis toujours. Et donc, je pense que ça commence en commençant par la base. Alors, on va parler de la place des RH, mais tu sais, il y a ce fameux truc qui dit qu'un DRH, c'est le bras armé d'une direction, tu vois. Donc, ça se rapproche de pas mal de choses que tu m'as dit avant, mais... C'est une réalité, c'est une fiction, Bien sûr que c'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai parce que tu fais partie de la direction et tu représentes la partie people, RH de la direction. Et donc, ton job, c'est de comprendre à ce niveau-là, si tu te passes du point de vue de la direction, les besoins de l'entreprise en commun avec tout le comité de direction. Donc oui, c'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux pas réussir si tu n'as que cette vision-là. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu te préoccupes pas
de ce que pensent les collaborateurs, de ce que les collaborateurs ont besoin, quel que soit leur rôle, leur fonction dans l'entreprise, et tu es sûr de te planter en fait. Et je t'ai parlé tout à l'heure d'équilibriste, pour moi c'est exactement ça. C'est ce qui caractérise à la fois tout le sel et en même temps toute la difficulté de notre rôle, c'est que tu dois réconcilier les deux. Pour moi, ça ne doit pas s'opposer. Si à un moment donné, la direction que veut prendre l'entreprise d'un point de vue de son management est opposée aux attentes des collaborateurs, tu es sûr d'aller dans le mur. J'ai déjà entendu chez certains de mes clients me dire « moi, je veux pas de DRH ». C'est des problèmes, c'est le représentant des syndicats, c'est le représentant des salariés. Ce discours, tu l'entends aussi ? Ouais, bien sûr que je l'entends aussi. Et il ne faut pas rejoindre ces entreprises-là. Non, c'est sûr. Non, mais il ne faut pas rejoindre ces entreprises-là. Et bien sûr que ça existe, tout comme ça existe autre chose. C'est que moi, j'ai pu être confrontée aussi à des discussions assez lunaires avec des fondateurs ou des CEO qui ont une vision inverse, qui est de dire le DRH, il est, comme tu dis, à la botte de la direction, basta. Donc en fait, la vérité pour moi, de mon point de vue, mais ça n'engage que moi, hein, elle est entre les deux. Et ni l'un seul, ni l'autre seul ne peut marcher. Ça ne peut pas marcher en fait. Tu vois, moi dans mon équipe, j'ai des People Success Partners. Parfois ça s'appelle HRBP, peu importe comment tu les appelles, mais... C'est pas mal People Success Partner. Moi j'aime bien. Je ne l'ai pas inventé. Quand je suis arrivée chez Wencast Rooms, il s'appelait comme ça, le rôle. Ouais. Et je le trouve assez génial parce qu'en fait finalement, nous, notre job en tant que RH, c'est qu'on a des clients. Nos clients, c'est les clients internes, c'est les salariés. Et donc, en fait, tout comme tu as des équipes de Customer Success quand tu travailles avec des clients finaux individuels, en fait, nous, notre job, c'est de faire réussir les collaborateurs pour l'entreprise et pour eux. Parce que s'ils ne se développent pas, ils partiront. Et donc, j'adore cette appellation. Et en fait, moi, ce que j'attends des People Success Partners, c'est qu'ils soient complètement logés dans les équipes qu'ils couvrent, en fait. Et là aussi, je suis assez intransigeante là-dessus. C'est-à-dire que si tu n'es pas au cœur de ce qu'ils font, et tu dois comprendre tout ce qu'ils font, quels sont leurs projets, c'est quoi leur roadmap, quelles sont leurs difficultés, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que je ne vois pas non plus le rôle des RH comme étant un rôle réactif. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas là pour tenir le stylo de ce qu'on nous demande de faire. Bien sûr qu'on le fait, c'est la base de notre job. Par contre, on est là pour apporter de la valeur. Apporter de la valeur, tu n'en apportes que si tu es capable de suffisamment comprendre pour essayer d'anticiper sur les mouvements et les besoins. Et du coup, c'est là où tu commences à amener vraiment de la valeur au business. En disant, j'ai compris que tu voulais faire évoluer ton équipe, ton business, ta roadmap dans cette direction-là. Et du coup, je pense que pour y arriver, voilà ce qu'il faudrait qu'on commence à mettre en place maintenant. Tu vois ? Les DRH ne comprennent pas suffisamment les enjeux financiers de l'entreprise. Ça va en lien avec le business, en fait. C'est-à-dire que tu as besoin de comprendre dans quel environnement financier et business l'entreprise évolue. Parce que ça, c'est des outils dont tu vas te servir ensuite pour adapter tes priorités, allouer tes moyens au bon endroit. Est-ce que je vais aller engager et investir dans telle équipe versus telle autre, former telle équipe versus telle autre, ou former sur telle compétence versus telle autre? Si tu n'as pas cette vision complète de l'entreprise dans toutes ses composantes, en fait, tu peux pas apporter de la valeur. Tous les RH qui opèrent comme je suis en train de le dire là, ont une vraie place au sein des entreprises et apportent vraiment de la valeur. Et malheureusement, ça reste une minorité. Nous, on est très biaisés parce qu'on évolue dans un environnement où je crois que les RH ont compris ça. Mais je crois que malheureusement, c'est loin d'être le cas partout. Donc en fait, si moi j'avais un souhait, tu vois, pour la fonction RH, ça serait que dans 5 ans ou 10 ans, on puisse constater que tous les RH opèrent comme ça et que tous les fondateurs / dirigeants d'entreprise sont convaincus que c'est la bonne chose à faire. C'est marrant parce que dans les questions qu'on a préparées, c'est parce que qui s'occupe des RH aujourd'hui, tu vois. Mais personne. Ouais. Et donc en fait, ça c'est un énorme problème parce que pour qu'on puisse réussir à faire ce qu'on se dit là, c'est-à-dire que la fonction RH puisse avoir la vraie place dont elle a besoin pour elle et pour que l'entreprise réussisse, il faut laisser cette place. Or, en effet, les RH ont du mal à prendre cette place parce que parfois elles vivent un enfer. Ouais. Elles vivent un enfer où on ne leur donne pas les moyens, où on n'est pas convaincu de leur pertinence, où on les positionne volontairement dans un rôle d'exécutant, où on leur demande de faire tout et n'importe quoi, parce qu'on parle de technicité du métier, mais il faut voir que la technicité du métier, elle est devenue complètement dingo maintenant, ce qu'on te demande de faire. Tu dois tout faire. Tous les sujets qui se baladent et qu'on ne sait pas à qui donner, on les donne à la fonction RH. Ça peut être organiser un séminaire, ça peut être ce qu'on voit souvent dans les boîtes d'ailleurs. Tout. Un CEO, on va trouver absolument légitime, normal et essentiel, qu'il soit mentoré, coaché, tu vois, mentoré, coaché, mentoré.
Le coaching ou le mentorat du DRH, personne n'en parle. Alors, Si le DRH n'écrit pas une ligne dans son budget pour se faire coacher ou mentorer, qui va le faire? C'est ce que j'allais dire. En fait, tout doit venir de toi. Tout doit venir de toi. Mais donc, à qui tu parles? Parce qu'en fait, on dit souvent que les CEO sont seuls. Et je comprends ça, parce qu'ils sont en effet aux manettes de leur entreprise. Et ils ont besoin de prendre des décisions difficiles. Et ils sont assez solitaires dans l'exercice de leur métier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe beaucoup d'entités qui leur permettent de se retrouver et d'échanger entre eux. Mais les DRH sont seuls. Parce que à qui tu fais part de tes doutes, à qui tu fais part de tes moments de solitude, à qui tu fais part de tes angoisses, de ton inquiétude de faire un burn-out, tout comme n'importe quel collaborateur, mais à personne. Tu n'as pas de backup, en fait. Parce que tu ne vas pas aller partager ça à ton CEO, parce que tu vas avoir peur qu'il considère que tu n'es plus équipé pour tenir ton rôle. Quand tu rentres à la maison, tu n'as pas non plus envie de passer des heures. Et puis c'est pas le job, c'est pas le rôle de ton foyer, ou en tout cas ils sont pas équipés ou formés pour t'accompagner correctement. Tu vois, c'est un métier en fait de faire ça. Donc c'est super compliqué. En fait, un DRH, c'est courageux, qu'on le veuille ou non, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, mais un DRH doit l'être. Enfin, ça, moi, je ne sais pas s'ils le sont automatiquement, mais un DRH doit être courageux. Ça, je me demande même si c'est pas le premier qualificatif qu'on doit aller chercher chez un DRH, tu vois, visionnaire, etc. Oui, certes, tu vois, mais je me demande si, tu vois, quand tu dois recruter un DRH, tu ne dois pas valider le courage de la personne que tu recrutes, tu vois. Je suis d'accord. Bon, moi, je travaille avec Nina, moi, pour préparer toutes ces interviews. Elle m'a noté une question. Alors, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui te parlait ou pas. Le mot... oui. Alors, attends, moi, je vais le retenter. Mais est-ce que tu peux me dire le mot cacoraphiophobie, s'il te plaît, et m'en dire la définition? Ouais, cacoraphiophobie. Ouais, alors c'est marrant parce que j'avais vu passer cette question. C'est la peur d'échec. Ouais. Et il se trouve, c'est assez rigolo parce que c'est un mot que j'ai eu l'occasion de prononcer dans un événement qui était une sorte de TEDx RH. Du premier coup. Et je m'étais entraînée quand même. Ouais. Je m'étais entraînée. Et pourquoi? En fait, c'est le thème que moi j'avais choisi pour ce TEDx. Parce qu'à l'époque, j'étais chez Blablacar et je voulais parler de cette peur de l'échec. Et surtout, je voulais parler d'une des valeurs fortes de Blablacar dans laquelle je crois énormément, qui est le côté, chez Blablacar, ça s'appelle Fail, Learn, Succeed. Et donc, c'est tomber, apprendre, réussir. Et donc, enfin, c'est échouer, apprendre, réussir. Et donc, oui, tu as peur de l'échec quand tu n'as pas la possibilité d'apprendre de tes échecs et de tes erreurs pour pouvoir ensuite réussir. Est-ce que tu crois que c'est très français, par exemple? On dit souvent cette phrase, c'est très français, mais moi j'avais travaillé un petit peu aux États-Unis, cette peur de l'échec, elle est complètement valorisée. Non, mais alors là, on rentre dans un domaine on va parler des soft skills et de voilà. La culture française et le système éducatif français surtout sont absolument pas faits pour faire prendre confiance aux gens. Je suis d'accord. Du tout. Et moi qui ai des enfants en âge d'être à l'école et de rentrer dans les études supérieures, c'est monstrueux en fait ce qu'on fait aux gosses. À quel point on est dans une culture de la sanction. T'as un truc tout bête qui illustre ça, c'est que en fait la façon dont c'est noté en France, c'est que tu pars de 20 sur 20 et puis tu ne peux que perdre en fait. Et le mot sanction est juste parce qu'à l'époque on te disait et on va sanctionner ça d'un contrôle. Mais évidemment, et rien n'est fait pour avoir une éducation positive et valorisante sur ce qui sont tes forces. Alors ensuite, on t'apprend en entreprise, quand c'est bien fait en entreprise, à le faire. Mais il faut tellement se sortir de carcan dans lequel tu as été enfermé. On se parlait du syndrome de l'imposteur. Comment tu veux? Alors si tu as la chance d'avoir une famille à côté qui t'épanouit à titre personnel, c'est génial. Mais quand tu viens de milieux difficiles et compliqués, quand tu n'as pas eu le système familial qui te permet de faire ça, c'est certainement pas la façon dont l'éducation est faite en France que tu vas malheureusement pouvoir faire ça. Et oui, je crois beaucoup que la culture anglo-saxonne, alors elle a d'autres travers, rien n'est parfait. Bien sûr, rien n'est parfait. Évidemment, mais oui, je crois qu'elle t'aide quand même énormément à être beaucoup plus positif sur toi-même, beaucoup plus assertif, beaucoup plus en confiance. Et donc cette peur de l'échec, c'est un truc très, très français. Et moi, je suis très heureuse de voir aujourd'hui l'environnement de la tech parce que je crois que on a réussi à craquer ça. Et donc, tu as plein de gens qui se lancent. Il faut voir le nombre de startups qui échouent avant de réussir. C'est quand même, les proportions sont monstrueuses. Et donc, c'est ça dont j'avais parlé à ce TEDx. Donc, c'est comme ça que j'avais découvert ce mot-là. Absolument barbare. Mais je crois que c'est une valeur qui devrait être présente dans toutes les entreprises, en fait. Voilà, de donner la culture
de t'assurer que tout dans ton entreprise est fait pour que les gens se sentent en capacité à faire des erreurs, à échouer sans qu'ils soient stigmatisés, à partir du moment où ils apprennent et où il y a un système qui fait que tu documentes ce qui s'est passé et que tu documentes comment faire en sorte d'y arriver la prochaine fois et que tu puisses apprendre de tes erreurs pour éviter que ça se reproduise. Parce que sinon, il y a un moment, il y a un problème. Et sinon, ça donne une culture assez toxique, en fait, où tu scléroses tout, t'enfermes tout, t'as plus aucune capacité à innover parce que l'innovation, elle vient avec des systèmes d'erreurs. Voilà. Horrible. Moi, chez Joumi, on est un petit groupe, on est 13, tu vois, et j'ai pas de DRH. Tu vois. C'est malheureux. Pourquoi je devrais te recruter ? Moi, j'ai envie de te recruter, mais pourquoi je devrais le faire ? Non, mais en fait, je pense que à 13, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit dédié à cette fonction. Par contre, tu peux avoir dans les 13 quelqu'un qui a une appétence pour ces sujets-là et à qui tu peux confier une partie des missions du DRH, tu vois. Tu penses que, parce que moi, ils sont tous au même niveau, ils font tous le même métier, tu penses qu'il y en a un d'entre eux qui pourrait être un référent RH de confiance en étant ou au tu même peux niveau. imaginer que tu en as un qui va être référent sur des sujets de marque employeur et de recrutement, il y en a un autre qui va être référent sur le développement des compétences et la formation. Tu peux splitter, tu vois. À quel moment tu recrutes un DRH ou un Head of People, tu n'as pas forcément besoin de commencer avec un DRH au sens, tu vois, avec tout le niveau, entre guillemets, de seniorité ou d'expérience que ça implique. Donc, tu adaptes en fonction de ton besoin. À partir de combien ? Je crois qu'il n'y a pas de vrai seuil, en vrai. Tu vois, je ne suis pas sûre qu'il y ait c'est plusieurs dizaines, c'est sûr, c'est une centaine. Mais ce qui est vrai, c'est que il faut le faire tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir construit ton entreprise sur du sable. Parce que oui, le DRH, c'est celui qui va, ou le Head of People, en fonction une fois encore de la taille de ton entreprise, c'est celui qui va t'amener un peu de rationnel et de technicité, parce qu'on parle beaucoup du soft là, mais il y a quand même de la technicité dans le métier. Et oui, c'est important de le recruter quand même à un stade suffisamment tôt. Pour éviter de construire en ayant accumulé trop de dettes RH, parce qu'on parle souvent de la dette technique des techs, mais la dette RH, elle peut être catastrophique. Si tu n'as pas insufflé les bonnes pratiques, les bons rituels, je pense notamment au sujet du recrutement, de comment tu recrutes, c'est un métier que tu connais bien, des rituels managériaux, des pratiques managériales, de comment tu promeus les gens en entreprise. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'amène un peu ce recul, ce regard-là, cette technicité, les bonnes pratiques, tu peux vite accumuler une dette RH qui est compliquée à déconstruire. Stéphanie, quels sont vos hobbies ? Oh là là, c'est une question bullshit, ça, non ? Ah, elle est nulle. Ah bah tu peux me faire un red flag si tu veux. Tu peux me contrer un contre-no. Non, mais je vais te dire, j'ai la chance... À part déjeuner avec Rassam. Ouais, à part déjeuner avec Rassam. J'ai la chance d'exercer un hobby de façon intensive, qui est le yoga et la méditation. Et qui, je crois, m'aide à pratiquer mon job avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. C'est pour ça que tu entends bien avec Éléonore. Éléonore fait beaucoup de yoga, tout à fait. Elle est même prof de yoga en vrai. Alors c'est rigolo parce que ce truc-là, tu vois, c'est devenu le yoga, évidemment, c'est le truc à la mode maintenant dans notre environnement très bobo. Mais sauf que moi, c'est pas pour me vanter du tout, mais ça fait juste plus de 20 ans que j'en fais. Et méditation, les deux. Ouais, méditation. C'est souvent, alors, c'est souvent plus... lié, mais c'est pas obligé. La méditation, il est un peu plus éclectique dans moi, ma j'ai goûté à la méditation pratique. pour le coup. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Et c'est d'une puissance absolument inouïe quand tu commences à le pratiquer suffisamment pour accéder on va dire à des phases un peu plus avancées, qui fait que ça t'apporte vraiment quelque chose en fait. Voilà. Et il vaut mieux en faire peu tout le temps que beaucoup de temps en temps. Et c'est cette régularité en fait. Et j'arrive à installer une régularité quasi quotidienne. Avec des enfants, c'est bien. Ouais. C'est pas facile. Je leur en fais faire. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Non, mais sérieux. Donc tout le monde. Mes filles me disent que leurs copains et leurs copines me trouvent complètement perchée. C'est vrai. C'est toi la maman perchée. Ouais, je suis un peu perchée. Tu connais la série attends, c'est quoi cette série Sex Education, je crois que ça s'appelle. Ah oui, mais elle regarde, Sex Education. Avec la maman qui est un peu perchée aussi. Exactement. Mes anciens collaborateurs qui m'ont connue, tu vois, il y a 10 ans, seraient surpris parce que j'étais pas comme ça.
Cette assertivité que tu sens chez moi, elle était bien mal placée il y a quelques années parce qu'elle était très offensive en fait. Et quand c'est offensif, c'est qu'en fait t'as quelque chose qui est pas aligné, t'as quelque chose qui est de l'ordre de tu veux prouver. Et donc oui, on m'a fait le feedback à l'époque, tu vois, on m'a dit utile, exactement. Et je m'en voulais vachement parce que mon moi profond n'était pas du tout dans cette volonté d'écraser les gens, mais alors pas du tout. Mais on me disait souvent, mais tu vois, c'était horrible. Il y a des gens qui me disaient, mais on te croise dans les couloirs, on n'ose pas te dire bonjour. Ah, la faucheuse, quoi. La faucheuse. Et là, t'es là, ah ouais, mais en fait... Et mes managers directs me disaient, mais nous, on te connaît, en fait. On sait que t'es pas comme ça. Donc, en fait, donne plus savoir qui tu es vraiment, tu vois, dans ta fragilité, dans tes doutes, tu vois. Et du coup, j'ai aussi fait beaucoup ce travail de me connaître, de m'accepter et donc de m'assumer. C'est difficile dans le milieu professionnel d'assumer de laisser ça. J'ai un mot qui est un peu bizarre, je l'ai dans ma tête, mais de laisser place à son entièreté, c'est-à-dire de laisser place à toute sa personne quand tu es au travail, de pas seulement montrer ce que tu dis, la facette que tu penses être utile de montrer, mais d'être cette personne entière, tu vois. Parce qu'au boulot, on s'attend à ce que tu sois fort en toutes circonstances, en fait, et que tu n'aies pas de doute et que tu sois celui ou celle qui sait. Et quand tu es RH... Ouais, d'autant plus quand tu es RH et que tu as le savoir. Tu es censé savoir, tu es censé ne pas avoir de doute, tu es censé être fort en toutes circonstances, parce que si tu l'es pas, qui l'est, tu vois. Donc, tu as aussi tout ce truc de... ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Où est-ce que tu peux montrer tes doutes? À quel moment tu peux montrer tes doutes? Et donc, accepter de dire « je ne sais pas », ça demande en effet beaucoup de travail sur soi. Non, alors je vais te poser la question de qui est ton prochain invité? Qui est mon prochain invité? Mon prochain invité, c'est Stella. Ah bah oui. Stella Walter. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est Stéphanie. moi qui te remercie pour cet échange trop sympa. Ouais, merci beaucoup. Et puis écoute, à bientôt. Bah ouais, et bonne réussite chez Open Classroom. Merci.